L'histoire de la K-pop est quelque chose de très long et très fastidieux. Et c'est donc pour ça qu'avant de commencer cette vidéo, je vous invite à aller voir la première partie que j'ai déjà faite qui traite de la première génération de la K-pop. Puisqu'ici, on va parler de la génération que j'appelle la génération nostalgie, puisque nous allons parler de la deuxième génération de la K-pop. Génération qui a vu arriver pas mal de fans, dont certains de ma génération, et qui englobe toute la période de 2003 à 2011. Et si on a pu voir que dans la première génération, les agences débutaient comme tout le monde, avaient un schéma un peu brouillon sur toute l'histoire, cette fois-ci, dans la deuxième génération, les agences ont pris en galon et voient maintenant leur système de début de groupe fonctionner. Comme on dit, la machine est bien huilée. Et nous allons voir que beaucoup plus de groupes seront dans cette génération. Au début des années 2000, le style de la K-pop est très hip-hop et R&B. SM voit le jour aux États-Unis avec les débuts de Boa, mais la YG et la JYP ne restent pas en reste puisque ces derniers vont prendre exemple sur la SM et débuter leurs propres artistes solo. Big Rain débute mi-2002 avec Bad Guys, produit par JYP et un nom très connu qui est Bang Chi-hyuk, qui à ce moment-là travaille pour la JYP. Bien qu'étant un artiste solo, Rain va tout de suite connaître le succès avec de nombreux titres et va devenir un exemple pour beaucoup d'idoles dans le futur, tels que les membres de 2PM ou alors encore Jimin des BTS. YG, lui, lance un autre soliste qui s'appellera Seven et qui sera le concurrent direct de Rain. Seven est un soliste inspiré de Usher, qui fait un peu le même style de musique. Et on verra que Rain et Seven sont un peu la suite des duels, puisque ces deux-là rentreront toujours en confrontation, sur scène bien évidemment. On peut aussi parler du choix qui est fait dans cette génération au niveau des styles, puisque les styles de groupe masculins seront dans un style assez viril, jean large et surtout très américain, puisqu'on va parler de jean large, veste en cuir, débardeurs blancs. C'est un peu la logique lors de cette génération-là. En 2003, Dynamic Duo arrive sur la scène musicale avec un premier album, Taxi Driver, qui sera l'album de hip-hop le plus vendu en Corée de tous les temps, avec plus de 50 000 albums vendus dès le premier mois de sortie. Après Hot et Shinhwa, la SM décide de sortir un nouveau groupe, DBSK, dont Bang Shin-ki ou TVXQ, ou encore Les Dieux venus de l'Est en français. Cette fois-ci, ce groupe se concentre sur les visuels de chaque membre, qui sont Jae-jung, Yuno, Jungmin, Hiro Jae-jeon et Yukyun. TVXQ est encore, à l'heure d'aujourd'hui, l'un des plus gros succès de la SM. Et il faut se dire que TVXQ a vraiment connu en popularité, puisque c'est le groupe le plus populaire de 2006 à 2009. Et puis en plus, le groupe a inscrit 2 records dans le Guinness Book des records, avec la plus grosse fanbase qui est Cassiopeia et le record du groupe le plus pris en photo. 2004 apporte une vague de changement puisqu'on avait beaucoup de R&B et de hip-hop jusqu'à maintenant, mais le style va totalement changer puisque nous allons tomber en 2004 sur le début des groupes rock et de ballades. Sachant qu'en plus, en 2004, la vague est un peu sur tout ce qui est ballade, tout ce qui ressemble à des OST de drama, et que toutes les musiques qui rassemblent ce style seront toujours classées dans les tops lors de cette année. Mais cela ne va pas durer longtemps, puisqu'en 2005, c'est le retour en force des boys groups. DSP et SM sortent la même année 2 groupes, Super Junior et SS501. Super Junior est lancé en novembre 2005, leur début de son Twins, est monté dans les charts en 3e position dès sa sortie.
SM avait prévu pour Super Junior de faire un système à la AKB48 avec des membres, une graduation et des membres pouvant s'ajouter au fur et à mesure. Mais cela va s'arrêter au bout du 13e membre puisque les fans n'étaient pas contents. Ils trouvaient ça un peu injuste qu'ils rajoutent autant de monde. Mais c'est important de voir que SM avait déjà, à cette période de la seconde génération, l'idée des groupes avec beaucoup de membres, qui deviendra un peu la patte de la SM, si je vous parle de, par exemple, NCT. NCT aujourd'hui qui a beaucoup de membres. Mais il faut savoir que les précurseurs de tout ça, c'était Super Junior. Super Junior devait être le NCT de la seconde génération. Donc la même année, DSP lance SS 501 dans l'espoir de créer une rivalité entre SS 501 et TVXQ, comme il y a eu une rivalité entre Hot et Setchkiss. Et dès leur début, SS 501 vont faire un boom au Japon, de telle sorte à ce qu'ils seront obligés de faire leur premier concert au Japon en 2006. Maintenant, commençons 2006 en parlant de Big Bang. Big Bang est un groupe qui de base devait être presque une copie de One Team, puisque Big Bang va d'abord débuter avec des sons un peu plus hip-hop électro. Et on peut penser à cette période-là que Big Bang fera forcément un début phénoménal, mais il faut penser qu'à cette période-là, la YG n'est pas aussi florissante que maintenant, ou qu'il y a quelques années, puisque maintenant c'est plus trop ça. Mais la YG à ce moment-là n'est pas dans le Big 3, puisque ce premier Big 3 est en quelque sorte TSP, SM et JYP. Donc débuter un boys group hip-hop est un peu chose risquée puisqu'il y en a déjà beaucoup sur le marché. Pourtant, Big Bang sera immédiatement un succès dès sa sortie avec des musiques entraînantes. La sonorité de Big Bang vont grandement influencer la K-pop les années d'après et le groupe deviendra dans les années suivantes, vers 2009, le boys group numéro 1 de Corée qui inspirera un grand nombre d'idoles. Avec la popularité de TVXQ, un phénomène très connu aujourd'hui prend de l'ampleur. Les sasaeng. TVXQ à cette période-là était un peu les BTS de maintenant. Et le phénomène des sasaeng a pris en ampleur avec eux, puisque si je vous parle tout simplement d'une fameuse boisson avec de la super glue qui a entraîné un des membres de TVXQ à l'hôpital, c'est forcément une sasaeng qui a fait ça. Et il faut savoir que les sasaeng étaient présentes avant, hein, la chose n'est pas arrivée d'un coup, étaient présentes avant, mais plus le groupe gagne en popularité, plus le groupe aura forcément de sasaeng et la chose va vraiment prendre en ampleur à ce moment-là. 2007 est aussi une année décisive pour la K-pop, puisqu'à ce moment-là, c'est un boom des girls group, et plus particulièrement 3. Si je vous parle de Wonder Girl, T-ara et SNSD, vous connaissez forcément un des trois, si ce n'est pas les trois. D'abord composé de Sunmi, Yum, Sunmi, Sowie et Yuna, Wonder Girl change après ses débuts de rappeuse avec Hyunbin. Le groupe a une vibe rétro-fidèle à JYP que l'on peut voir dans quasiment toutes leurs chansons. À un mois d'intervalle, en 2007, DSP lance leur groupe Kara. Et comme Baby Vox, on part sur un concept assez tapant, quoi, mais qui sera par la suite remixé dans un concept un petit peu plus cute pour correspondre avec la vibe actuelle. C'est dès Pretty Girl que Kara va connaître une assez forte popularité 10 ans après les débuts du premier girls group SES. En même temps que c'est 10 ans après le groupe des SES, SM va décider de lancer son deuxième girls group qui n'est autre que SNSD, Girls' Generation, avec la chanson Into the New World. Je pense que je n'ai pas besoin de la présenter. Pour beaucoup de gens en Corée, cette chanson représente toute une génération. Tous les adolescents de la fin des années 2000 qui grandiront avec la K-pop de la seconde génération. Et il faut dire que cette chanson est vraiment devenue un hymne en Corée. Si en 2008, je vous dis qu'une chanson a pu changer la vision de la K-pop de nombreuses agences. Si je vous parle de Wonder Girl, que je vous parle de Tell Me, tout le monde connaît cette fameuse chorégraphie.
Non, plus simplement, Wonder Girl avec Tell Me est une chorégraphie assez simple qui sera reproduite de nombreuses fois grâce à sa simplicité et au refrain entraînant de la chanson. Une des vidéos les plus connues sont des détenus philippins faisant la danse. La vague Tell Me va lancer la mode des covers et des reprises et va obliger les agences à penser à l'impact des chorégraphies pour le succès d'une chanson. Il faut savoir que leur prochain comeback en 2008 avec So Hot va être tout autant un succès et va agrandir la base de la fanbase de Wonder Girl qui partira faire en plus de ça les premières parties des concerts des Jonas Brothers, qui n'est pas quelque chose d'anodin. Et il faut savoir que, étant les groupes de l'année, Wonder Girl et Big Bang se retrouveront de nombreuses fois sur la même scène pour partager un petit moment et faire plaisir aux fans. Après ses débuts solo avec 10 minutes, Lee Yorin reviendra en 2008 avec You Go Girl, qui est un feat avec Natsum. Mais si je vous dis You Go Girl, vous avez déjà la chanson logiquement qui vous arrive en tête. C'est, je crois, ma chanson préférée, enfin, seconde génération, il y a beaucoup de chansons préférées, mais soliste de préférée. J'adore cette musique. Elle revient souvent au goût du jour avec des covers, par exemple la cover de Yuna. 2008 est aussi une année importante, vous allez voir, il y a plein de trucs. 2008, le paragraphe 2008 sur mon script il est long. 2008 est aussi une année très importante puisque TVXQ va sortir la chanson Mirotic en septembre 2008 et le groupe sera à son apogée durant cette année, puisqu'il faut savoir qu'avec cette chanson, ils vont avoir 2 récompenses très importantes lors des cérémonies de fin d'année. Si on se concentre aussi sur les lancements des groupes, SM va lancer le fabuleux et connu Shiny en mai 2008 avec la très célèbre chanson Replay. Avec son hit R&B, Replay signera le succès de Shiny dès leur début. Et autant dire que ils vont connaître que des succès après. Il y a très peu de flops dans la discographie de Shiny. Après le succès de God, JYP lance sa nouvelle génération de boys group avec le projet One Day qui créera les groupes 2PM et 2AM. 2AM est le premier groupe à être lancé, composé de 4 membres, Jungno, Changmin, Seungwon, Jinwoon. 2AM est un groupe de ballades similaire à Noël. Ils débuteront le 11 juillet 2008 avec This Song. Et la chanson va tout de suite être un succès puisque les paroles sont profondes et les voix des chanteurs sont totalement incroyables. 2PM, eux, seront plus le groupe danse de la JYP. Puisqu'avec des chorégraphies compliquées, des acrobaties qui sera un peu la marque de fabrique de la JYP pendant un certain temps, mais eux aussi vont connaître un succès assez phénoménal. Et 2PM sera aussi connu pour être le groupe avec le premier membre Thai. 2008 est vraiment l'année des lancements des groupes avec Mighty Mouse, Davichi, Yukis, mais aussi la soliste Ayu. Sinikun est le premier membre Thai. Hangen est le premier membre chinois à intégrer un groupe coréen. Et ça fait parler puisque ici nous allons voir une des premières lois qui va être instaurée en K-pop puisque ce dernier, étant chinois, a besoin d'un visa pour travailler en Corée. Or, il y a eu des problèmes de visa qui fait que pendant ce moment-là, Hangen ne pouvait pas apparaître sur les télés coréennes. Son agence a réussi à trouver une sorte de compromis, à un peu détourner la loi, puisque ce dernier n'est pas autorisé à apparaître sur les télés coréennes. Mais ce dernier, pendant les représentations, va porter un masque. Et donc va se produire avec les Super Juniors. Je connaissais déjà cette anecdote, puisque logiquement, ceux qui ont vu ma vidéo sur les Lost Media savent que lors d'une représentation, tout ne s'est pas passé comme prévu, puisque son masque a été jarté, envoyé balader par Etchul, et que ce dernier, qui a commencé masqué, finit la performance sans masque. Et qu'au jour d'aujourd'hui, cette vidéo, toutes ces vidéos de cette performance sont des Lost Media. On n'a même pas de photos, on a juste des photos d'avant le moment, mais cette vidéo est un Lost Media. D'ailleurs, je vous laisse ma vidéo dans le petit i si vous voulez aller la voir. C'est une vidéo assez importante que j'ai adoré faire, donc je vous la laisse dans le petit i. Et c'est donc suite à cet incident que, comme la K-pop prend en ampleur, et bien tout simplement des lois sur les visas vont être faites pour faciliter les visas pour les personnes qui sont dans l'entertainment coréen.
En plus de la K-pop, la Hallyu, donc tout ce qui rassemble K-pop, drama, tout ça, va connaître un grand pas en avant, puisque si je vous parle de Hanayori Dango, plus particulièrement coréen Boys Over Flowers, beaucoup d'entre vous connaissent ce drama. Beaucoup d'entre vous ont la musique du drama qui vient dans la tête. J'aurais été méchante, j'aurais pu vous la mettre un petit peu, mais non, je sais que vous allez déjà l'avoir en tête. D'une part, le drama a été diffusé non seulement en Asie, mais partout dans le monde. Et d'autre part, il a changé les codes de beauté masculins coréens. Boys Over Flowers a lancé la mode des cosmétiques dédiés aux hommes et leur a permis d'assumer leur part de féminité en Corée du Sud. Le drama a également permis de faire découvrir la Corée et le mode de vie coréen à une grande génération de fans internationaux. La bande originale de Boys Over Flowers comprend beaucoup d'artistes de K-pop. Nombreux sont ceux dont les fans les ont découverts grâce à ce drama. D'ailleurs, là, quand cette vidéo sort, logiquement, la prochaine vidéo sera sur l'actrice principale Go Hee-sung, qui, malgré la popularité de Boys Over Flowers, se retrouve, suite à certains choix, à dormir dans sa voiture pour continuer ses études. Ensuite, si je vous dis que la YG a lancé son groupe féminin qui n'est autre que 21, c'est cette année-là que 21 va débuter et est parti tout doucement pour devenir un des plus gros groupes de la YG. Pledis Entertainment lance After School, les Pussycat Dolls coréennes, avec une chanson de Brave Brothers, Ha. Dans la même idée que Super Junior, Pledis avait imaginé qu'After School aurait ce système de graduate, et eux vont s'y tenir. Après avoir lancé 4 Minutes, la Cube lance Beast. Et il faut savoir que Beast est un groupe qui a une fanbase très protectrice, puisque le groupe comprend de nombreux trainees de grandes agences qui à ce moment-là n'avaient pas pu débuter. Do-jun, qui devait être dans One Day, 2PM, 2A chez JYP, et Yoon-sung, qui devait être dans Big Bang à la YG. Après les débuts de FT Island, FNC va lancer leur nouveau groupe CN Blue avec le titre Loner. Le groupe sera un succès immédiat en ayant leur première victoire à un music show en juste 15 jours, détenant le record pour le boys group de la seconde génération. FX est le troisième groupe de la SM. Avec SES et le concept mignon de Girl Generation, ils vont passer à toute autre chose puisqu'ils décident d'avoir un concept mettant en avant l'originalité, l'affirmation de soi et la différence avec leur groupe FX. Composé de membres toutes très distinctes, Crystal, Sully, Amber, Luna et Victoria, FX fut le premier girl group à avoir un membre au style boyish avec Amber. Après avoir quitté la JYP, Rain va décider de créer sa propre agence et lancera son premier groupe qui s'appelle... Alors, c'est compliqué. M-Black. 2009 est aussi un tournant important pour la K-pop puisqu'un nouveau style va arriver sur le devant de la scène, c'est le style un peu K-indie, les musiques un peu de coffee shop, les musiques qu'on retrouvera dans les cafés, des choses comme ça. Et les artistes les plus connus seront d'abord Urban Zakapa, avec leur première chanson sortie en 2009 qui s'appelle Café Latte et Sweetie You. Beaucoup de personnes pensent d'ailleurs que Café Latte est une chanson de BTS. Non, c'est simplement une reprise de Urban Zakapa. En 2009, on voit aussi l'apparition d'une nouvelle loi, puisque jusqu'à maintenant, on avait la présence de ce qu'on appelait les contrats d'esclavage. Il faut savoir que jusqu'en 2009, il n'y avait aucune régulation sur le métier d'idol. Les contrats étaient faits sous les conditions des agences qui souvent profitaient de leur pouvoir pour ne pas bien rémunérer les artistes et récupérer un maximum de profit sur leurs revenus, mais également les surmener. La première loi fut édictée en 2009 par la Commission de libre-échange de Corée du Sud après le scandale des contrats d'esclavage de 13 ans de TVXQ avec la SM Entertainment. Suite à cela, les contrats seront d'une valeur maximum de 7 ans. Bien sûr renouvelable, mais le maximum que les agences pourront faire signer à leur groupe est de 7 ans, pas plus. En 2010, une petite mode arrive avec certains groupes qui d'ailleurs les agences vont jouer avec, c'est que lors de 2010, il était très courant de shipper des membres entre eux de certains groupes. Que ce soit dans des musiques vidéo, des shows de variété ou alors des performances, on pouvait voir ce type de pairing et cela faisait de la pub pour chacun des groupes et faisait monter la popularité des groupes, donc les agences s'en servaient fortement. Dès 2010, les agences font sortir
à peu près 15 groupes chaque année, qui est quand même quelque chose d'énorme puisque première génération on avait 1 ou 2 groupes et maintenant on arrive avec une moyenne de 15 groupes par agence par an. Woollim Entertainment sort son premier boys group Infinite avec Come Back Again. Infinite sera un des boys groups les plus populaires de la période 2010, 2011 et 2012. Miss A est le second groupe féminin de la JYP, composé de 2 membres chinoises, Faye et Jia, d'une membre coréenne américaine Min et d'une membre coréenne Suzy. Miss A été créé pour être un global girl group et s'exporter au monde entier. Avec une image un peu plus sexy que Wonder Girl, Miss A va s'exporter beaucoup plus facilement et répond totalement au code de la K-pop en 2010. Avec leur première chanson Bad Girl, Good Girl, ils se classeront très rapidement première dans les tops. Elles seront d'ailleurs le premier girls group à atteindre ce record avant l'arrivée de Blackpink en 2016. En termes de succès, 2011 est connu comme l'année de T-ara. En juillet 2011, elle sort Roly Poly dans l'album John Travolta Wannabe. Roly Poly sera la chanson générant le plus de revenus en Corée du Sud en 2011. 2011 est l'année de T-ara, mais aussi de 21, puisque I Am The Best sort, et je pense qu'on a tous entendu cette musique avant d'être fan de K-pop, sans savoir que c'était de la K-pop, puisqu'on se souvient tous de cette pub qui tournait même chez nous, avec la chanson, et personne ne savait que c'était de la K-pop. C'était une pub pour un téléphone ou un ordinateur, je crois, mais c'est, je pense, la première chanson de K-pop que j'ai entendue avant Gangnam Style. Cette année-là aussi, Yuna fera ses débuts avec la chanson Bubble Pop, qui rappelle un peu les chansons de Liori avec Hugo Girl. Au total, en 2011, c'est 27 groupes qui feront leur début dans l'année, montrant que plus les années passent, plus le nombre de groupes à débuter par an sera croissant. 2011 est aussi l'année de l'expansion de la K-pop et plus particulièrement en France où il y aura 2 événements majeurs. Le premier est la Korean Connection, la première convention dédiée à la culture coréenne en France. Cet événement a eu lieu en 2011 et en 2012 à Paris au parc d'exposition de Porte de Versailles. La Korean Connection a rassemblé de nombreux stands de nourriture coréenne, de taekwondo, de calligraphie ou encore de drama. Et on a vu plusieurs concours de K-pop, de danse et de chant. La deuxième est la venue de SM Town à Paris en juin 2011. Ce fut le premier concert de K-pop en Europe. Les tickets ont été vendus en tout juste 15 minutes. On peut déjà voir l'influence et la notoriété que la K-pop avait en 2011 en France. Tout d'abord, n'ayant qu'une seule date, l'agence d'entertainment a décidé d'en faire une deuxième après la mobilisation des fans à travers des flash mobs. SM Town in Paris a eu lieu au Zénith de Paris et a rassemblé au total près de 14 000 personnes sur les 2 dates. On peut voir que la Corée fait un grand boom après les années 2000 et ça va aller qu'en grandissant. On voit aussi que c'est le début des lois, comme les lois pour les visas et les lois sur les contrats d'esclavage. Mais on voit quand même que la K-pop rentre un peu plus dans des cases. Alors laissez-moi m'expliquer que les groupes, ça y est, la méthode de lancement des groupes est totalement acquise, que on encadre plus, et vous verrez qu'il y aura d'autres lois par la suite, mais qu'on encadre plus les idoles pour ne pas que les agences aient le plein pouvoir, puisqu'on leur permet d'avoir des visas plus facilement, alors que certaines agences jouaient sur les visas pour envoyer tel ou tel membre de groupe. Il y a aussi des contrats d'esclavage, comme on l'a vu avec TVXQ et leur contrat de 13 ans. Maintenant, les contrats maximum sont de 7 ans, qui permet aux groupes, s'ils veulent disband après, ou tout simplement que certains membres ne veulent plus faire partie du groupe, de partir plus facilement, alors qu'avant les agences choisissaient un peu la fin du contrat. On voit aussi que la Corée s'exporte beaucoup plus ailleurs, puisqu'avant c'était vraiment concentré sur la péninsule, mais maintenant ça s'exporte vraiment en Amérique du Sud et du Nord, et aussi en Europe. On dit qu'on n'a pas eu de K-pop très tôt, logiquement, en Europe, mais s'il y a eu quand même quelque chose, et vraiment là on voit que la K-pop s'exporte au monde, et je pense que c'est pour ça que la deuxième génération est tellement connue, puisque c'est la génération qui a permis cette ouverture au monde en tant que nous fans de découvrir la K-pop. Moi c'est sincèrement une de mes périodes préférées, mes périodes préférées sont la deuxième et la troisième génération, et vraiment j'ai l'impression que la deuxième génération a vraiment posé les bases
Bon, bien sûr, la première génération l'a fait, mais la deuxième a posé les bases parce que les groupes connus de la deuxième génération sont vraiment des groupes qui, encore aujourd'hui, si on vous dit Big Bang, SNSD, c'est des groupes mais qui ont tellement fonctionné qu'encore aujourd'hui, c'est des classiques. Enfin, j'espère que la vidéo sera pas trop longue puisque la deuxième génération, il y avait quand même pas mal de choses à dire. Mais nous voilà, enfin, à la fin de la seconde génération. Il nous reste encore pas mal de vidéos à faire là-dessus. Mais dites-moi ce que vous avez pensé de cette seconde génération. Clairement, si c'est votre génération préférée, beaucoup aiment cette seconde génération, dont moi. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses, des groupes ou des choses un peu plus marquantes de la seconde génération que je n'ai pas dites. Mettez-les en commentaire. Si c'est intéressant et bien construit, je l'épinglerai comme je l'ai pu déjà le faire, je crois, lors de la première génération. Mais dans tous les cas, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.